et d'être évidemment sur des flux décarbonés à horizon 2030. Donc on parlera effectivement d'adaptabilité, de flux sur mesure, de diminution de kilomètres, etc. Je vous propose de commencer par un film manifeste sur le groupe qui vous donnera effectivement ce cap stratégique du groupe et les engagements qui sont pris ensemble après, de partager sur notre expérience et de répondre aussi à vos questions, s'il y en a bien sûr, sur notre expérience sur le modèle GNC, voilà, GNV, et puis toute autre solution à énergie renouvelable qui viendront se greffer sur le marché demain. Excuse-moi, est-ce qu'il y aura un document qui sera diffusé ou... La lutte contre le réchauffement climatique est le défi du XXIe siècle. Le monde du transport est naturellement engagé dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais demain, comment faire aimer efficacité et éco-responsabilité? Chez Breger, nous relevons ce défi. Pour nous, performance et environnement sont indissociables. Concevoir des solutions d'ingénierie logistique au plus proche des contraintes de nos clients, c'est faire du sur-mesure tout en parcourant moins de kilomètres. Orchestrer la mutualisation des expéditions de nos clients, c'est à la fois leur permettre d'être plus compétitifs, mais aussi maîtriser l'empreinte carbone de toute notre chaîne de valeur. Privilégier les circuits courts, en maillant la France et l'Europe, c'est valoriser les écosystèmes locaux par conviction, mais surtout créer des synergies synonymes de performance. Manager avec humanité, c'est créer des conditions de vie professionnelles sereines synonymes de bonnes pratiques sur la route et donc d'éco-conduite. Investir dans les énergies alternatives, ce n'est pas uniquement moins de CO2 sur les routes, c'est offrir à nos clients une moins grande dépendance au pétrole et donc une continuité de services et de prix. Flotte verte, agence et plateforme logistique respectueuse de l'environnement, empreinte carbone maîtrisée, c'est cette ingénierie made in Breger qui crée une double valeur pour nos clients. D'un côté, des services à la performance augmentée, de l'autre, des activités à l'impact environnemental diminué. Éco-responsable donc performant, Breger œuvre à organiser le transport de demain. Voilà, donc ce film manifeste vous a donné les grandes tendances du groupe sur notre politique RSE à venir et surtout notre engagement à transporter mieux et toujours en diminuant le nombre de kilomètres et en ayant un impact RSE le moins fort possible, évidemment. Donc, globalement, je vais vous faire part de... Alors, j'ai quelques slides par... C'est comme ça. On va passer voilà, juste rapidement sur le groupe Breger, que vous sachiez qui nous sommes, mais ce n'est pas le sujet du moment. Et je vous invite à prendre contact avec moi. D'ailleurs, j'ai laissé sur le pupitre, pour les personnes qui, par contrainte, devraient partir avant, des cartes de visite que vous pouvez, qui sont à votre disposition. Et on pourra échanger, bien évidemment, suite à cet atelier sans aucune difficulté. Je passe rapidement, parce qu'on doit mettre du temps aussi, et nos impératifs aussi ensuite. L'objectif étant de partager notre expérience et d'entrer dans le vif du sujet, à la fois de la RSE et de l'organisation de transport. Donc, vous avez ici aussi nos implantations. Le CAP 2025, qui est un point très important, puisqu'il est à la fois sur la valeur ajoutée de nos clients et comment accompagner nos clients en co-construction et sur de la performance, sans renier nos valeurs, et tout en adoptant, tout en adoptant la transition écologique et technologique qui est nécessaire au marché, tout en s'engageant sur des résultats globaux et notamment de performance. Vous avez le détail ici, mais vous pourrez le retrouver effectivement en suivi. Nous travaillons dans l'ensemble effectivement des flux de transport, uniquement sur des flux ambiants, globalement. Notre objectif, voilà, on l'a vu, c'est vraiment, ce qu'on a vu à travers ce film, c'est relever le défi de demain, alliant efficacité et éco-responsabilité. L'objectif, c'est de co-construire avec nos clients des offres sur mesure, tout en créant des synergies et organiser le transport de demain. Voilà, donc c'est favoriser, encourager les solutions alternatives pour transporter mieux, tout en réduisant notre empreinte carbone et celle de nos clients, bien évidemment, donc la vôtre. L'objectif est de transporter effectivement complètement décarboné, tout en mutualisant les transports et les livraisons pour mettre moins de camions globalement sur la route, tout en transportant plus, mais avec moins de camions, moins de moyens, et effectivement répondre aux exigences aujourd'hui du transport et les exigences de nos clients et des clients de nos clients globalement.
Bien sûr, nous sommes engagés en parallèle à ça sur différents modèles de certification ISO, d'engagement à travers EVE, donc l'engagement volontaire pour l'environnement, et les objectifs CO2, bien évidemment, globaux. Le choix du GNC, pourquoi? Puisqu'il y a différents modèles aujourd'hui, notamment au gaz. On parlera des autres énergies un peu plus tard, mais il y a le GNL et le GNC. Le GNC, pourquoi? Parce que c'est un engagement fort et volontaire dans la RSE qui nous porte vers le biogaz. Voilà, qui est la solution ultime. Le GNL ne correspondait pas totalement à notre vision et ne répond pas, effectivement, puisque le gaz du GNL peut être importé ou arriver de plus loin. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment la méthanisation qui est faite par les agriculteurs français et d'être vraiment sur du biogaz de proximité. Et ça, c'est un engagement volontaire et économique. Et puis, c'est le développement de la filière à travers le GNV, donc, et en étant décarboné totalement, avec une baisse des CO2 et des NOx. Alors les CO2, on en parle beaucoup, effectivement, par rapport à l'atmosphère, et les NOx, ce sont toutes les particules, principalement qui s'attaquent à l'être humain, sur les bronches, etc. C'est un peu différent, mais ça a une action sur l'ensemble de la chaîne, effectivement, polluante. Ce qu'on a noté sur les opportunités du GNC, c'est une amélioration globale, bien évidemment, énergétique, donc à la fois dans la baisse des émissions de CO2 et NOx, comme on vient de l'évoquer, bien entendu, sur la baisse de la consommation, versus sur Euro 6 diesel. On verra quelques résultats tout à l'heure assez probants sur cette baisse de consommation qui est importante, selon les conditions d'exploitation, on le verra aussi, je vous expliquerai. C'est répondre aux contraintes légales et restrictions de voies de circulation. Alors ça, c'est des choses qui vont poindre de plus en plus effectivement sur le territoire national, notamment à l'approche des grandes métropoles. On le verra justement sur les solutions qui arrivent sur le marché aussi. Certaines ne répondent pas totalement à ces exigences. Le GNC y répond totalement. C'est-à-dire que c'est le critère 1 et on pourra livrer demain, même avec des restrictions aux abords de Paris, de Toulouse, de Nantes, de Bordeaux et de Lyon, toutes les grandes métropoles effectivement et les axes économiques qui sont liés. Il y a un élément aussi important, ça réduit le GNC, le véhicule gaz, le poids lourd gaz, réduit les émissions sonores. Donc ça c'est important aussi, notamment quand on aborde des centres économiques et des centres-villes, où il peut y avoir potentiellement des habitations, près des sites industriels, etc. On a une émission de bruit qui est effectivement en baisse, donc ça c'est un élément à prendre en compte aussi, qui est important. On a aussi, bien entendu, le management. Ça c'est un point essentiel aujourd'hui. Vous connaissez tous les difficultés que connaît notre profession, entre autres sur le recrutement du conducteur. On s'aperçoit qu'effectivement, auprès des conducteurs et des conductrices de notre groupe, il y a une valorisation à conduire un véhicule au gaz. Voilà, donc ça peut être une attractivité aussi, au-delà de différents points, bien évidemment, mais on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais sur le recrutement du conducteur et de nos conducteurs et de conductrices de demain, le GNC est aussi une vraie attractivité. Et puis, bien entendu, il y a aussi des éléments de suramortissement et de subvention, puisqu'un camion gaz coûte un petit peu plus cher qu'un camion traditionnel diesel. Donc, effectivement, nous sommes aidés aussi par des subventions et des amortissements pour pouvoir développer ce modèle sur le marché et accompagner nos clients dans leur politique RSE. Aujourd'hui, les axes d'amélioration du GNC, c'est les coûts d'acquisition. Effectivement, globalement, ils sont maintenus de par justement ces aides. L'autonomie, les premiers véhicules brugés qui sont rentrés sur notre parc en 2017 avaient une autonomie de 340 km. Aujourd'hui, les derniers véhicules sur 2020-2021 qui ont été déployés arrivent à une autonomie de 550 km en moyenne. On peut aller jusqu'à 600. Il y a effectivement quelques contraintes, notamment des conditions d'exploitation, sur la charge utile. On s'aperçoit que sur le point de pondération, il est à 13-14 tonnes. Donc toutes les charges utiles, à peu près en dessous de 13-14 tonnes, on consomme moins, donc on a une autonomie un peu plus importante qu'un véhicule diesel Euro 6. Et tout ce qui est au-dessus de 14 tonnes, potentiellement, plus on monte en pondération, plus on a effectivement une énergie qui se dégrade en termes de consommation et donc d'autonomie. Mais globalement, voilà, on a gagné quand même 200 km en 3 ans. Et bien entendu, on fait confiance aux constructeurs pour effectivement développer ce modèle, sachant qu'il y a bien sûr aussi le point des bonbonnes de gaz et de la disponibilité de la place, etc. sur le tracteur et sur le tracteur pour ceci. Un point d'amélioration fort aussi, c'est le réseau de ravitaillement. Il est bien entendu que nous, notre développement, il est lié
globalement à l'avitaillement. On sait que sur le diesel, ce n'est pas une problématique puisqu'on a un réseau très dense en France et à l'étranger. Sur le gaz, donc le déploiement se fait très fortement. Donc, dans un premier temps, en 2016-2017, il se faisait à proximité des grands centres économiques, donc en région parisienne et sur les autres grandes villes françaises. Aujourd'hui, de plus en plus, sur les territoires, et même les territoires ruraux, on voit poindre effectivement des investissements qui sont liés au gaz. Alors principalement au GNC d'ailleurs, puisque c'est le biogaz, puisque sur les territoires ruraux, ils sont de plus en plus et très souvent alliés à effectivement des stations de méthanisation, très clairement. Donc l'objectif aujourd'hui, il est de déployer sur l'ensemble du territoire. Alors il y a des secteurs bien entendu géographiques et agricoles français qui sont très liés et où la méthanisation pousse fortement, bien entendu, puisqu'elle est liée aussi à l'élevage, notamment. Donc tout l'ouest de la France et certaines régions sont très effectivement en avant sur ces investissements. Et puis derrière, c'est aussi porté par des investisseurs voilà, que l'on connaît tous, que ce soit le groupe Total à travers S24, Engie, Air Liquide, etc. Enfin, voilà, puis d'autres plus indépendants. Mais globalement, il y a une vraie force d'investissement qui se crée, qui a été légèrement ralentie, bien entendu, de par la crise sanitaire. Et on en comprend les causes. Mais voilà, le schéma d'investissement reprend et est de plus en plus dense et nous aide bien évidemment pour continuer à investir, nous, dans les véhicules à énergie GNC. Un autre point, par contre d'amélioration qui se fait, c'est la fréquence de maintenance, puisqu'on a une maintenance plus soutenue qu'un véhicule traditionnel de par des points sécuritaires. C'est un peu comme un véhicule avec un rayon ou une grue, etc. Donc les véhicules gaz nécessitent effectivement, même si ce n'est pas considéré comme dangereux en soi, ce n'est pas du GPL, on est vraiment sur du gaz comprimé. Donc l'objectif est effectivement de diminuer cette fréquence parce que c'est aussi des coûts. Mais globalement, on est effectivement sur une amélioration à venir de cette situation-là. Sachant qu'il y a aussi le réseau, puisque en ce qui concerne Bréger tout du moins, nous avons un atelier intégré pour gérer l'ensemble effectivement du suivi de tout ce qui est programmable sur les véhicules. Et donc aujourd'hui, nos hommes, on est en train de former les personnes chez nous en atelier pour qu'ils puissent intervenir sur ces véhicules afin de gagner en performance par rapport à un réseau extérieur. Et puis, ce qui a fortement évolué aussi, l'axe d'amélioration et qui nous aide, c'est les valeurs de cession et le marché de l'occasion. Donc le marché de l'occasion, il est clair qu'en 2016-2017, il n'existait pas. Contrairement aux autres véhicules que l'on peut effectivement vendre soit en France, mais aussi sur des pays d'Afrique du Nord ou un peu plus à l'Est. Et globalement, aujourd'hui, il s'est créé un vrai marché de l'occasion sur le tracteur gaz. Donc ça, c'est une vraie souplesse pour nous, notamment sur les amortissements de ces éléments-là. Donc c'est un point important aussi à prendre en compte. Et puis la possibilité aussi, un véhicule à énergie gaz, on peut le transformer sous certaines conditions, et ce n'est pas gratuit forcément, mais on peut le retransformer en véhicule diesel, à énergie diesel. Aujourd'hui, on a totalement intégré ces contraintes d'autonomie dans le plan de transport, en suivant de près, bien sûr, le développement des stations, c'est ce qu'on vient d'évoquer, et en nous engageant sur de nombreux projets. On estime que notre offre GNC, elle est compétitive. On sait bien qu'effectivement, dès qu'on parle d'éco-responsabilité, d'écologie, etc., on peut se poser quelques questions, notamment économiques, puisqu'on a une certaine vision très globale, on va dire, et plutôt politique, sur le coût effectivement de ces ambitions. Mais sur le GNC, ce n'est pas une réalité. Sous certaines conditions, on arrive à être performant et on arrive à être compétitif versus les véhicules effectivement à énergie diesel. Et notre objectif est bien entendu à 100% en biométhane, donc effectivement sur des réductions des CO2 très performantes. Ce qui nous amène à afficher, nous, le fait que nous sommes éco-responsables, donc performants. Voilà, c'est vraiment l'éco-responsabilité qui amène de la performance et la performance qui amène de l'éco-responsabilité, inversement. Et on verra aussi sur d'autres modèles pourquoi juste après. Voilà, donc je vous disais, en 2017, premier véhicule gaz, autonomie tracteur 44 tonnes en 340 km. Aujourd'hui, tous nos véhicules sont toujours 44 tonnes avec une partie en ADR. Et on a gagné en autonomie puisqu'on arrive aujourd'hui en moyenne à 550 km. On a aussi déployé des véhicules porteurs, 26 tonnes de distribution avec Aion, puisque effectivement le modèle est bien entendu la livraison des derniers kilomètres ou le collectage des premiers kilomètres. Donc il faut effectivement l'agilité et l'habilité d'un plan de transport sur mesure qui nécessite aussi des porteurs Aion pour les livraisons sur des accès difficiles
ou en moins grande quantité potentiellement par rapport à certaines livraisons. Et on a développé aussi, alors c'est un peu spécifique, sur des camions remorques, des solutions gaz, à la fois sur des camions remorques frigorifiques pour la grande distribution et des camions remorques en pyrrole, effectivement pour les exutoires, les déchetteries, etc., pour répondre aux exigences aussi des cahiers des charges, notamment des acteurs locaux. Et puis l'autre point, jusqu'à présent, en 2017, c'était pour répondre à des besoins clients, notamment sur des contrats de location très dédiés. Aujourd'hui, on déploie des véhicules gaz à la demande, même dans nos plans de transport internes, et sur des flux à la demande. Voilà, qui sont effectivement sous certaines conditions, bien évidemment, mais on n'a plus besoin de contrats. Voilà, en 2017, on demandait des contrats d'engagement de 5 ans, et puis une utilisation dédiée location. Aujourd'hui, c'est plus cette réalité-là, puisqu'il y a un marché de l'occasion qui s'est créé. On peut amortir nos véhicules de façon différente, et on travaille bien évidemment à la demande sur certaines séquences, notamment très locales et régionales, en distribution en véhicules GNC ou en collectage en véhicules GNC. Des points très importants. Un véhicule gaz qui roule au GNC, biogaz, émet 4,5 fois moins de CO2 qu'un véhicule GNC traditionnel déjà. Voilà, il faut savoir que le biogaz est vraiment la vertu première du gaz. L'objectif est d'aller vraiment vers le biogaz et la méthanisation. C'est là qu'on obtient des performances d'émissions de CO2, de réduction d'émissions de CO2 très performantes. Alors le biogaz est un peu plus cher que le gaz traditionnel, bien sûr, donc il y a un contexte économique effectivement un tout petit peu plus élevé, mais c'est là où effectivement on éradique quasiment les émissions de NOx et on diminue quand même par 4,5 les émissions de CO2. Donc ça c'est un point très important dans les politiques RSE et afin de répondre aux enjeux de demain aussi un peu plus globaux et planétaires, on va dire. Et un véhicule GNV traditionnel quand même émet 2,5 fois moins de NOx qu'un véhicule gasoil Euro 6 déjà. Le véhicule gaz traditionnel est plutôt performant par rapport au diesel sur les émissions de NOx. Par contre, pour avoir vraiment une performance sur les CO2, il faut passer en bio-GNV. Je vous en prie. Vous pouvez rappeler la différence entre GNC et GNV? C'est la même chose en fait, c'est énergie verte, c'est le mot générique effectivement du gaz naturel. Voilà. Nous, GNC parce qu'il est comprimé. En fait, vous avez deux typologies de véhicules. Vous avez le comprimé, dont on a fait le choix nous, et vous avez le GNL qui est le gaz liquéfié, qui est un peu différent, alors qui vient effectivement d'un peu plus loin, qui peut être importé, qui a ses avantages. Un avantage certain, c'est l'autonomie, puisqu'il a une autonomie qui peut se rapprocher du diesel et qui dépasse les 1000 km. Par contre, il n'est pas éligible totalement à l'éco-responsabilité, puisqu'il ne répond pas à certains critères, notamment sur les CO2, effectivement, etc. Et puis, bon, comme il vient, potentiellement, on peut se gargariser, entre guillemets, d'avoir livré au gaz sur les derniers kilomètres, mais le gaz vient de très loin, par bateau, voire par camion, en citerne, etc., au diesel, enfin voilà, donc il n'est pas dans un cercle vertueux comme peut être le GNC qui est comprimé. Mais tout ceci s'englobe dans le GNV, effectivement. Voilà quelques résultats importants, donc entre 2019 et 2021. Voilà, donc on avait effectivement GNV, GNC, 13 véhicules en 2019, on en est à 65 aujourd'hui, ce qui est à peu près équivalent à 10% de notre parc. Notre objectif, et on le verra juste après, est à 2025 d'être à 150 véhicules, c'est-à-dire de doubler d'ici 3 ans. Et à 2030, et on verra, on en parlera juste après, d'avoir effectivement 100% de notre parc à énergie alternative, avec d'autres solutions que le gaz, potentiellement, qui viennent se greffer sur le marché et des vrais sujets aujourd'hui. Le bio-GNV augmente aussi, on est à 56%, un peu plus aujourd'hui, on a dépassé les 60% en bio-GNV. Toutes les stations, il faut savoir que toutes les stations ne sont pas éligibles au bio. Il y a quelques stations qui n'ont pas de bio, notamment parce qu'elles ne sont pas affiliées à la méthanisation, etc. En consommation, vous voyez globalement, on a baissé 2% de consommation. Alors là, on parle que de parc global, pas que du GNV, mais c'est aussi grâce au GNV. Les émissions de NOx, on a moins 17 grammes, donc 125 grammes, 108 grammes. Et effectivement, sur les CO2, globalement, là c'est pareil, c'est globalement parc. Entre notre investissement Euro 6, puisque l'ensemble du parc, sinon diesel, est à l'Euro 6, et les 10% de véhicules gaz, on arrive à des performances aussi assez fortes en amélioration globale de CO2, et qui correspondent aussi aux engagements qu'on a pris, notamment dans les programmes EV, etc. Et sur 10 ans, voilà, globalement, c'est aussi pour vous dire que c'est un élan et un engagement en groupe
au-delà du gaz, on a un engagement fort sur la diminution de notre empreinte carbone et des résultats assez probants sur les 10 ans et qui vont forcément se confirmer puisqu'on va confirmer notre engagement à du véhicule gaz et à des énergies globalement alternatives et aussi à travailler différemment nos plans de transport pour transporter mieux. Les enjeux ici pour 2025, c'est encore de réduire nos émissions de CO2 à 85 kg au 100 km, donc de continuer effectivement ces investissements-là. C'est d'utiliser 100% de biométhane. Aujourd'hui, vous avez vu, on est un peu plus, quasiment à 60%. Et sur les NOx, c'est réduire totalement effectivement, nos émissions. On a gagné 75% aujourd'hui, mais on a encore effectivement à aller chercher 25%, et on va aller les chercher dans les 3 ans à venir. C'est augmenter le pourcentage de la flotte utilisant les carburants alternatifs à 33%. Voilà, donc c'est de porter effectivement à 150 véhicules minimum, 150 tracteurs minimum des tracteurs à énergie alternative et de réduire encore et toujours nos consommations, même au gazole, puisqu'on mène en parallèle toujours des actions sur les véhicules diesel, bien entendu, pour continuer à être performant sur ces éléments-là. Voilà. Et la stratégie, elle est là. À 2025, c'est 150 véhicules GNC principalement. Et puis on va s'intéresser à l'autre partie, qui est effectivement à 2030. C'est d'avoir à peu près 60% de notre parc à énergie gaz et 40% sur d'autres solutions. Alors les autres solutions aujourd'hui, elles sont de 3 types. Il y a une partie qui est liée à l'oléosan, donc c'est une énergie qui émane du colza. La seule difficulté, c'est que ce tracteur, enfin cette énergie-là, n'est pas éligible, n'a pas encore les critères 1, et a priori, selon les dernières informations, ne l'aurait pas. Donc on ne serait pas éligible à des derniers kilomètres sur des grands centres économiques. Donc ça, c'est un point gênant. Mais ça peut être une solution sur d'autres secteurs d'activité, puisque ça offre une autonomie un peu plus importante. Donc c'est une solution, on a des véhicules en test chez nous aujourd'hui, justement, pour savoir ce qu'il en est, mais ce critère 1 nous gêne beaucoup. Il y a l'hydrogène. Alors l'hydrogène commence à venir sur le marché. La difficulté, c'est le coût de possession, puisque au-delà du fait qu'aujourd'hui, même les tracteurs traditionnels augmentent assez fortement de 10 à 15%, de par l'inflation globale que vous connaissez tous et qui nous touche tous selon nos activités, le véhicule à hydrogène est annoncé sur un prix 4 fois un tracteur. Voilà, donc c'est quand même très très important. Aujourd'hui, le marché n'est pas, nous-mêmes, le marché n'est pas en mesure d'absorber ça, ou vraiment épisodiquement sur des choses très très concrètes et ciblées. Mais bon, voilà, on ne doute pas que effectivement les constructeurs amélioreront les systèmes pour diminuer les coûts de cet élément-là. Mais l'hydrogène est sans doute, dans les 10 ans, 15 ans à venir, une solution alternative forte sur ces éléments-là. Et puis il reste un sujet, c'est l'électrique. Alors, qui pose d'autres interrogations, bien évidemment, voilà, parce qu'il se développe aujourd'hui sur le VL et le véhicule utilitaire. Sur le poids lourd, notamment même les cars scolaires, voyageurs, etc. Enfin, sur différents modèles, on commence à avoir des solutions arriver. Bon, voilà, ça peut être une solution. Nous, on est interrogatif sur 2 points opérationnels. Le premier, c'est bien évidemment l'autonomie en tant que telle et le temps de recharge, bien sûr, et aussi la pondération, puisque les batteries ont un certain poids et on ne connaît pas aujourd'hui l'impact potentiellement sur la charge utile. Voilà. Ça, c'est des points opérationnels. Après, il y a d'autres sujets qui nous incombent tous. C'est effectivement sur les mines de lithium, voilà, et puis après le retraitement effectivement des batteries qui n'est pas encore totalement à 100%. Donc ça, c'est d'autres sujets plus sociétaux, mais qui sont aussi interrogatifs, bien évidemment, globalement dans la société. Et c'est des solutions qui commencent à venir effectivement sur le marché et sur lesquelles on va nous se porter candidat pour faire des tests, bien évidemment, et avec certains clients, mais c'est important. Voilà. Là, bon, c'est simplement effectivement un croisement, vous voyez un graphique, un croisement entre notre volonté de continuer à être performant sur le marché et à croître sur notre chiffre d'affaires, donc d'être toujours sur une croissance forte du chiffre d'affaires à horizon 2025, avec une forte diminution en parallèle de nos émissions de CO2. Donc c'est une croisée et un schéma intéressant que l'on tient aujourd'hui à 2021, et effectivement on met tout en œuvre dans l'entreprise pour continuer à acter ces éléments-là, donc grâce aux énergies GNC et gazole aujourd'hui Euro 6. Voilà. Il y a un autre élément important, on a parlé je répondrai à vos questions tout à l'heure, on se laissera un petit peu de temps et je sais que voilà, c'est bon. Donc ça c'est effectivement les énergies, mais nous, notre objectif d'améliorer la performance et d'améliorer notre bilan
ensemble le bilan carbone, c'est aussi d'y associer de la mutualisation de transport et de l'amélioration de transport. Voilà, c'est effectivement d'être en décarboné le plus possible dans les livraisons, mais aussi d'optimiser bien évidemment ces éléments-là. Alors on fait beaucoup de mutualisation et de pooling en amont, voilà, c'est-à-dire qu'il se crée sur le marché des bassins de collectage où on mutualise effectivement les enlèvements, on passe en cross-docking et on assure des livraisons en traction mutualisées sur l'industrie, la grande distribution, etc. Notre objectif et notre réflexion aujourd'hui, et elle est de plus en plus présente sur le marché, c'est aussi sur l'aval, bien évidemment, et c'est de savoir comment, à travers différents fournisseurs qui ne sont pas sur une même entente, comment effectivement arriver à distribuer sur un même créneau de livraison. Aujourd'hui encore, on livre trop, notamment dans la grande distribution, GMS, GSB, on livre encore trop sur des créneaux différents. Des palettes tous les jours à des intervalles dans une même matinée. On peut aller se présenter 4 fois sur un même entrepôt avec 4 fournisseurs différents parce qu'il n'y a pas d'entente, ça vient de régions ou d'éléments différents. Donc on pourrait aussi faire du pooling inversé. Alors ça demande une réflexion globale et bien entendu une entente sur la grande distribution globalement avec la grande distribution GMS, GSB, etc. Mais il y a des choses qui arrivent aujourd'hui. Je vais me permettre de nommer notamment Leroy Merlin qui a créé un module très récent qui s'appelle Swap, où effectivement voilà, c'est un portail où on peut prendre, nous transporteurs, on peut prendre un rendez-vous mutualisant effectivement les fournisseurs, les différents fournisseurs de France sur un même créneau de rendez-vous. Alors, c'est pas encore totalement abouti parce que bien évidemment ça reste un portail avec des créneaux de livraison, etc. Mais c'est une première démarche qu'il faut saluer et nous, notre objectif, c'est vraiment d'optimiser au maximum ça. On dit souvent, alors ça peut être effectivement entendu différemment, mais on dit souvent, effectivement, au sein de l'entreprise, notre objectif, c'est de transporter moins, mais de transporter mieux. Alors, c'est bien évidemment pas transporter moins en termes de volume, et vous avez vu nos objectifs de croissance en termes de chiffre d'affaires, donc c'est toujours transporter plus de palettes, mais avec moins de moyens. Voilà, c'est d'optimiser au maximum les moyens, les taux de remplissage, accompagner et co-construire avec nos clients des plans de transport associés qui nous permettent de mutualiser au maximum, d'assurer des taux de remplissage forts, de diminuer le nombre de kilomètres transportés à la palette, parce qu'on sait tous qu'en France, il y a des palettes qui se transportent un peu dans tous les sens, globalement. Donc l'objectif, c'est d'améliorer ceci, alors de co-construire ceci aussi avec vous, chargeurs, bien évidemment, pour comprendre ensemble les enjeux et comprendre comment on peut trouver une adaptabilité à ces systèmes-là demain pour gagner ensemble ce pari. Qui est bien évidemment à la fois de la réduction de coûts, hein, parce que bien évidemment quand on fait de la mutualisation, c'est une utilisation de coûts au final, ramenée à la palette, livrée, donc ça on s'engage à ça aussi, en termes de performance, et puis c'est de la performance énergétique de gagner et des kilomètres de gagner, donc ça c'est important, et c'est des vrais objectifs qu'on doit partager ensemble, et c'est notre objectif. Voilà, c'est partager une vision commune, ça c'est important et solidaire, entre les petites et les grandes entreprises, parce qu'il n'y a pas, voilà, il y a des gros fournisseurs, des petits fournisseurs, etc. Il y a parfois sur certains territoires qui sont un peu cloisonnés, des GIE qui se montent, hein, comme ce qui s'est créé en Bretagne, par exemple, le GIE Pointe de Bretagne, qui est issu aussi du moment où il y avait effectivement les bonnets rouges, ou tout du moins effectivement les portiques, etc. Donc ils se sont dit, eux, les petits fournisseurs sur la Pointe de Bretagne, ils se sont dit comment on va aller alimenter les plateformes de la grande distribution de Marseille. On est déjà effectivement très concurrencés. Si en plus on a des taxes sur nos routes qui viennent poindre encore plus, on n'y arrivera jamais. Donc l'objectif c'était de se réunir, et c'est ce qu'ils ont fait, en créant effectivement des mutualisations sur l'envoi de leurs palettes. Que ce soit un petit fournisseur ou un gros fournisseur, ils ont effectivement les mêmes enjeux et la même conviction, et ils la partagent depuis quelques années maintenant. Et de plus en plus, il faut qu'on arrive à ce modèle-là, en amont et en aval. Une politique logistique commune, hein, c'est effectivement de travailler de plus en plus sur les mêmes modalités de livraison et de conditions d'achat côté client. Voilà, c'est des choses qu'on doit partager en construction. Alors il y a des choses, hein, pour ceux peut-être dans la salle qui sont effectivement engagés dans Fret 21 par exemple. Voilà, il y a des réflexions sur ces schémas-là aussi, et des engagements qui sont pris sur la politique RSE et les flux décarbonés. Et ces mutualisations sont aussi des vrais sujets qui sont abordés au sein de ces engagements. Maximiser le remplissage des taux de camion, ça c'est une certitude. Alors, on a à fréquence toujours l'habitude de regarder en longitude un camion, mais très souvent il faut regarder ce qui se passe en hauteur. Il y a bien souvent du vide au-dessus des palettes, donc c'est aussi un objectif globalement.
c'est d'harmoniser les jours et les horaires de livraison, c'est ce qui se dit tout à l'heure, voilà, mutualiser et partager les créneaux pour transporter effectivement moins, voilà, mutualiser. Et puis la transparence, bien sûr, parce qu'il faut aussi que ce soit un partage équitable dans les coûts de transport, qu'on soit une petite PME ou un grand groupe, voilà, que ce soit dans la gestion, que ce soit totalement transparent et partagé. Tout ceci nous permet d'améliorer la performance, hein, notre objectif, c'est d'être fiable, bien sûr. Hein, la performance est un point très très important. Voilà, on s'engage aussi, on n'en a pas parlé parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais dans la digitalisation. On sait bien que la formation doit remonter en temps réel, globalement, et de plus en plus vite et de plus en plus fiable, surtout. Et on travaille aussi en parallèle sur le terrain, parce que c'est un élément important. On travaille de plus en plus sur l'anticipation de la prise de rendez-vous, du respect du rendez-vous, etc. Ça, c'est un point essentiel. Donc ça, la fiabilité et la performance sont des points importants. La compétitivité, on en a parlé, et l'éco-responsabilité. C'est de réduire nos coûts, c'est d'optimiser au maximum pour contenir les émissions de CO2 et effets de serre, mais aussi les coûts. Aujourd'hui, voilà, vous savez tous que sur le monde du transport, on connaît une inflation certaine qui va nous pousser, notamment sociale, probablement, qui va nous pousser effectivement à augmenter nos prix de transport de façon assez importante, malgré tout, par rapport à la situation du marché actuel. Et donc, si on peut à la fois augmenter les prix de base, mais de façon matricielle, mais d'un autre côté, gagner en productivité et en amélioration continue sur le reste, pour diminuer le budget, c'est ça notre objectif partagé aussi. Voilà, le ligne à ligne, c'est une chose, mais le budget global, c'en est une autre. Et c'est ça qu'on doit arriver à partager ensemble et à mutualiser et à améliorer ensemble. Et puis, l'objectif, c'est d'atteindre les marchés les plus éloignés, aussi pour certaines PME. Voilà, bon, ça c'est un schéma commun de regroupement de fournisseurs ou regroupement de distribution que l'on peut faire aussi sur la massification des flux. C'est assez simple sur le pooling et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, globalement, donc, notre objectif, très clairement aujourd'hui, et nous l'affirmons, c'est d'être éco-responsable, donc performant, à travers une politique RSE forte que l'on souhaite partager avec nos clients, et aussi des engagements dans lesquels on se lance, effectivement, d'amélioration de plans de transport, d'offres sur mesure qui prend en compte vraiment les contraintes de nos clients et les contraintes de vos clients, parce que c'est ça qui est important aussi, le plus souvent, à prendre en compte. Essayer d'optimiser au maximum les transports, les taux de remplissage, les livraisons, et mutualiser les horaires de livraison pour améliorer aussi globalement notre performance et la partager avec vous. Voilà pour ces éléments. Je vous remercie de votre attention. Je reste bien sûr à votre disposition pour toute question. Et une nouvelle fois, j'ai mis à disposition des cartes de visite. Si certains veulent prolonger avec plaisir cet échange sur ce thème-là ou sur d'autres d'ailleurs, qui concernent le transport et la logistique et l'organisation de transport. Merci pour l'exposé. J'ai une question avec plus de précision sur la partie économique du GNC par rapport à... Est-ce qu'on est à 15% d'écart? Est-ce que... Oui. Alors globalement, sur l'achat en lui-même d'un véhicule au gaz, effectivement, on est à 10-15% de plus qu'un matériel traditionnel, même Euro 6. On va dire que globalement, un tracteur Euro 6 aujourd'hui, après ça joue avec les options, mais on est à 95 000 €. Alors, je parle de 2020, hein. 2020-2021, là malheureusement ça va prendre, on nous annonce globalement sur les tracteurs 10 à 15 000 € et sur les remorques 5 000 €. Voilà, pour vous donner une tendance. Donc on est à 95 000 € et globalement sur un tracteur gaz on est à 105, 110. C'est pareil, ça peut dépendre des donc on est à 10, 15 000 supplémentaires. Par contre on a effectivement des aides aujourd'hui sur cet élément-là, hein, qui peuvent aller jusqu'à maximum 10 000 €. Très clairement. Donc globalement, on a ce surcoût-là. Par contre, derrière, on a bien sûr un effet ciseau sur l'énergie en elle-même. C'est-à-dire que, alors même si le gaz monte, mais le diesel monte aussi. Donc globalement, comme on a une consommation qui est maîtrisée et qui est quasi identique, on a un gain sur l'énergie, globalement. Et puis derrière, on a quand même... On n'a pas d'autres gains globalement, mais on a aussi quelques surcoûts sur la maintenance, sur le suivi, mais globalement ça on arrive à l'écraser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur une prestation, alors ça joue à 2%, mais on arrive à une maîtrise globale de nos coûts de transport en GNC par rapport à ce qui se passe au diesel. Après tout dépend effectivement, parce que l'objectif, comme les charges fixes sont plus fortes, il ne faut pas qu'effectivement on soit sur un très faible kilométrage, parce que là le variable n'a plus d'importance et le fixe prend le dessus.
Mais globalement, ça s'équilibre et on arrive à une performance économique, qui est très, très cohérente. Alors, soit j'ai été très clair et très convaincant et ça ne génère aucune question, soit j'ai désintéressé tout le monde. Non, pas d'autres questions? Je vous en prie. Au niveau du tracteur, Oui. Au niveau du tracteur, l'équipement nécessaire pour passer au GNC, est-ce qu'il pénalise la charge utile transportée? Pas du tout. Ça n'a aucun impact. Aujourd'hui, tous nos tracteurs GNC sont en 44 tonnes. Et voire ADR. Donc oui, alors il y a l'ADR aussi. Hein. Il ne faut pas croire qu'effectivement on peut rentrer sur les sites Céveso sans aucune difficulté. On est bien en GNC, on n'est pas en GPL, hein, donc on est en gaz comprimé. Il n'y a pas la dangerosité et les questions qui se posent en termes de sécurité. Et ça n'a aucun impact sur le taux de charge. On est en véhicule 44 tonnes de la même façon. Et on peut charger 28 tonnes sans difficulté. Et j'avais une deuxième question. Bien sûr. J'ai vu que vous utilisez de l'oléosan sur une partie de votre flotte. Oui. Vous avez quel retour d'expérience aujourd'hui? Bah, écoutez, aujourd'hui, c'est plutôt pertinent. L'oléosan, par contre, a deux contraintes. Alors, trois contraintes, on va dire. La première, c'est qu'effectivement, ce sont des stations mobiles qui sont portées par un seul acteur aujourd'hui, qui est le groupe Avril. Donc, ce sont des stations Avril, donc, des stations mobiles. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, on a 5 véhicules pour un client qui a fait ce choix. Donc, il y a une station qui a été installée chez lui, globalement. Après, il faut faire attention, effectivement, à l'autonomie quand même si c'est plus grand qu'un GNC, parce qu'il faut qu'ils reviennent principalement sur site pour refaire le plein. En termes de consommation, on a une pertinence quand même, on a de bons ratios de consommation. En termes de CO2, ce n'est pas encore très clair, on n'a pas vraiment de pertinence sur les émissions de CO2. Par contre, et c'est pour ceci d'ailleurs qu'il n'y a pas de critère 1, parce que justement les questions se posent et il y a encore, c'est pas encore décidé, mais il est possible, et ce qu'on entend est très probable qu'il n'y ait pas de critère 1 alloué à ces types de véhicules, justement parce qu'ils sont entre guillemets polluants. C'est la difficulté. Après se posent d'autres questions. Les agriculteurs ne sont pas favorables à cela. Ils ont peur effectivement un peu de lobbying et d'intensification de la culture du colza en France si ça arrivait. Donc ça pose d'autres questions, hein. On ne va pas aborder maintenant, mais globalement, on croit vraiment à l'hydrogène qui va se déployer. L'oléosan va se déployer un peu, mais sans doute beaucoup moins de par ses contraintes. On a des performances effectivement de consommation, mais par contre c'est polluant, enfin, c'est pas propre. Ouais, je pense que l'oléosan permettra de faire la jonction avec l'hydrogène. Ouais, c'est ça, voilà. Pour accompagner la transition. Ouais, parce que l'hydrogène, effectivement, on commence à le prendre. J'étais à une réunion la semaine passée, moi, sur Le Mans, enfin la ville du Mans, en Sarthe. Effectivement, ils viennent d'investir sur un porteur donc pour le ramassage des ordures ménagères sur l'agglomération. Donc en version diesel, ce porteur équipé était à 250 000 €. Eux, là, ils l'ont payé 800 000 à l'hydrogène. Donc vous voyez, c'est la proportion aujourd'hui qui peut être sans doute politiquement et économiquement absorbée par les villes ou les régions dans une moindre mesure. Nous, aujourd'hui, sur le marché du transport, c'est pas possible. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous, dans les mois à venir et les années à venir, c'est une solution qui va fortement s'améliorer sur ce point-là. Et l'oléosan viendra sur les longues distances. Alors il y a aussi le GNL. Le GNL peut-être, nous on ne s'est pas inscrit du tout dans cette démarche, mais il est possible que le GNL disparaisse dans les années à venir, au profit bien sûr de l'hydrogène, ça je ne sais pas, puisqu'il ne répond pas écologiquement à tous les critères, il n'est pas totalement éco-responsable on va dire. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs si vous regardez, je vous invite à regarder sur le site internet, vous pouvez voir toutes les stations qui se montent en France, les projets, ce qui existe, etc. sur mobilité.gouv.fr, enfin, juste comme ça. Et vous verrez que toutes les stations qui se montent aujourd'hui sont presque à 80% en GNC et pas en GNL. Même il y a des stations qui font les deux, qui ont des pistes sur les deux, mais globalement ils se montent beaucoup plus de GNC, et notamment avec les stations de méthanisation portées par les territoires, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà. De toute façon, je vous invite à m'appeler sans aucune difficulté si vous avez des questions. Ça n'engage à rien, bien évidemment, et je saurai répondre à vos questions sans attendre rien en retour, il n'y a aucune problématique là-dessus. Merci à vous, merci de votre attention. Merci.